Salut Nico. Salut Caro. Déjà l'épisode 4? Eh ouais, déjà l'épisode 4. Tu as loupé les 3 premiers, pas de panique. Les vidéos, les 3 premiers épisodes, sont accessibles facilement sur ma page Facebook Il en pense quoi, Nico. Merci à vous tous de nous suivre tous les mardis soirs à 18h. Pour les salons du livre nous manquent et il nous manque tellement, on a vraiment hâte de retrouver nos auteurs préférés dans tous les salons possibles et inimaginables. Ah, excuse-moi, j'ai un appel. Allô Maxime? C'est Maxime Chatham. Oui mais Maxime, ça fait 3 fois que je te dis qu'il faut absolument que tu m'envoies ta vidéo là. Dépêche-toi! Tu veux que Maxime Chatham participe à la saison 1? Écris-le en commentaire. Ah, moi aussi j'ai un appel. Allô? On était, alors ça devait être en octobre 2017 pour le salon du Mans. Je fais ce rapport parce que mon fils était en 6e, donc en fait c'était très difficile. Il y a l'écriture des livres, il y a le travail, mon travail quotidien, plus la 6e de mon fils qui m'obligeait à apprendre et à me remettre à flot pour pouvoir l'accompagner dans sa scolarité. Et donc j'arrive là-bas un peu sur les rotules et Sandra Martineau, donc qui est une auteure locale qui a un cœur en or, avait organisé pour, on était une petite dizaine d'auteurs, un escape game. Donc on s'est retrouvés enfermés dans une pièce et donc il fallait résoudre des énigmes. Et là tous ces cerveaux qui créent des histoires. En fait, on s'est bien rendu compte que c'était pas si simple que ça, mais on a réussi à sortir. Et donc, du coup, c'était franchement un moment extraordinaire. Moi, on a tellement réfléchi pour sortir qu'en fait, moi, ça m'a carrément rebooté le cerveau. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un moment de partage extraordinaire. Donc, rien que pour ça, moi, les salons me manquent énormément. Et pour la deuxième petite anecdote, donc quand Caroline Valla m'a demandé d'être la marraine du salon de Rony 2, donc comme elle sait que Maxime Chatham est mon modèle, elle a fait des pieds et des mains pour qu'il puisse être présent. Donc il s'est libéré, il est venu. Et elle a fait en sorte qu'on puisse se parler à un moment donné. Et puis, prise par l'émotion, en fait, j'ai lâché une phrase, mais vraiment pitoyable, que je ne vous dirai pas parce que j'ai trop honte. Et donc, tout ça pour dire que, j'aimerais bien avoir une deuxième chance de croiser Maxime Chatham et de lui dire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, donc, vivement la reprise des salons. À bientôt, au revoir. J'ai été invité pour mon premier salon à Arnas, pour le salon des livres en Beaujolais, dont le parrain était Bernard Pivot. J'allais présenter mon deuxième roman et quand je suis arrivé, je me suis installé au milieu de dizaines et de dizaines d'auteurs. Et là, les gens ont commencé à passer devant ma petite pile de romans et ne pas s'arrêter et même plutôt faire un pas de côté et encore plus s'écarter. Il faut dire qu'à l'époque, mon deuxième roman, mon éditeur m'aimait tellement qu'il avait dit oui à tous mes caprices, dit oui au titre, qui s'appelait Épitaphe, dit oui à la couverture, qui était une allée de cimetière. Résultat, dans ce salon, les gens m'évitaient carrément, sous les regards goguenards de mes collègues auteurs, à droite et à gauche. Au bout d'un moment, une femme s'est approchée de moi. Elle m'a dit « Monsieur, je suis malade d'un cancer et... jamais je ne lirai un roman comme le vôtre. » Alors à ce moment-là, j'ai dit que je comprenais, j'ai sorti la petite pelle que j'ai toujours dans mon sac à dos, j'ai regardé sous la table et j'ai commencé à creuser un tunnel pour m'échapper. C'est à ce moment-là que j'ai vu, plutôt je n'ai pas vu arriver cet homme qui s'est planté devant moi et qui a commencé à me dire « Monsieur, racontez-moi votre roman ». Donc je lui ai fait le pitch, il s'agissait d'une intrigue. Et puis il m'a dit « Racontez-moi plus ». Et comme j'étais fou de joie que quelqu'un s'intéresse, que la première personne s'intéresse à mon roman, je vais continuer à lui raconter, et encore, et encore, et encore, et chaque fois il me demandait de continuer. Et à la fin, je me suis arrêté en lui disant « Mais écoutez monsieur, je ne peux pas vous dire la fin parce que vous n'allez jamais lire mon roman ». Il m'a dit « Mais monsieur, il est hors de question que je lise votre roman. Je suis aveugle.
Et à ce moment-là, j'ai réalisé les lunettes fumées, la canne au bout de son bras, le chien. Voilà. Je me suis dit qu'il n'y avait que cette personne que mon roman intéressait ce jour-là. Mon roman, il s'appelait Épitaphe. L'histoire était belle. Mais comme quoi, faut toujours écouter ses éditeurs. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Bonjour à tous. J'ai eu la chance pour mon dernier roman, Einstein, Le sexe et moi, de faire énormément de rencontres dans les salons et à chaque fois c'était des moments très singuliers, très beaux. Je me souviens en particulier du salon du livre de Quiberon, où une lectrice qui est devenue une amie, qui est Isabelle, que je ne connaissais que grâce au réseau, est venue, elle a fait 300 km uniquement pour me rencontrer, dont j'étais très touché, très ému. Et dans ces moments-là, on sent aussi la passion qui est chez les lecteurs, chez les lectrices. C'est vraiment, ça a été très précieux de me rendre compte que cette passion que j'ai moi pour les livres et pour l'écriture, elle était partagée par les lecteurs. Voilà, je vous embrasse très très fort et j'espère vous retrouver très vite sur des salons. Alors, des souvenirs, des moments mémorables, émouvants ou très rigolos, j'en ai heureusement à l'appel, hein, c'est un peu le problème, il fallait que j'en choisisse qu'un. Donc je vais vous parler de ma rencontre avec Denise Epstein en 2009, je crois. Denise Epstein était la fille, c'est une dame qui est décédée aujourd'hui, c'était la fille d'Irène Nemirovsky, une autrice très connue dans l'entre-deux-guerres en France, et puis qui est morte en déportation, tout comme son mari en 1942, et qui avait confié avant de disparaître un manuscrit à sa fille, à l'une de ses filles, à sa fille aînée Denise, qu'il a exhumé des décennies plus tard, et qui en 2003 l'a fait publier par les éditions de Noël, qui était, je crois, l'éditeur historique de Irène Nemirovsky de son vivant, et je crois qu'elle a obtenu le prix Renaudot à titre posthume évidemment en 2003. Ça s'appelait Suite française. C'est un merveilleux roman. Moi, c'est ce qui m'a permis de découvrir Irène Nemirovsky, dont j'avais jamais entendu parler. C'est une littérature très très belle, enfin, voilà. Et j'ai eu l'occasion en 2009, sur un salon qui n'existe plus, qui s'appelait le Salon du Livre et du Vin, ouais, un bon programme, hein, à Balma, près de Toulouse. J'ai rencontré Denise, pardon, le lapsus, hein. Denise, dans des conditions... Alors, je l'avais déjà croisée plusieurs fois, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Et on arrive à ce moment, vous savez, le samedi soir, quand c'est la fin de la première journée de salon, ça va être le moment des discours officiels, de l'inauguration, de l'apéro aussi. Donc les auteurs, on était encore dans les travées de la librairie, de la partie librairie du salon. On commençait à se détendre, on était debout, on commençait à sortir des petits vins avec les producteurs de vin qui étaient à côté, et ça se détendait tranquillement, voilà. Et tout d'un coup, j'étais debout comme ça, je portais un long par-dessus parce qu'il faisait froid, et je sens une présence dans mon dos. Alors, je me retourne comme ça et je vois Denise Epstein, quand même une dame d'un certain âge, elle avait autour de 80 ans à ce moment-là, qui s'était recroquevillée derrière moi et qui s'accrochait à mon manteau comme ça. Et je fais, mais enfin Denise, qu'est-ce que vous faites là? Et elle me dit, chut, tais-toi. Et elle avait un verre de vin rouge à la main et une cigarette pas allumée dans l'autre main. Et elle me dit, chut, tais-toi. Vas-y, sors, discrètement, sors, on sort. Je fais, mais Denise, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais il y a ma fille, elle va m'engueuler si elle me voit fumer et boire, alors on sort. Et donc, je commence à sortir en crabe, vous voyez, un petit peu à la Blake Edwards, comme ça, en écartant un peu les épaules de façon à dissimuler Denise. Et cette dame de 80 ans, recroquevillée et accrochée à moi derrière, sort avec moi. Et là, dehors, elle allume sa cigarette. Et elle commence à boire son verre de vin rouge. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je comprends pas, votre fille, vous avez 80 ans quand même, elle va pas vous engueuler. Et elle me dit, non, mais elle m'engueule à cause du cancer, elle veut pas que je fume, et elle veut pas que je boive. Et je lui fais, peut-être qu'elle veut vous protéger, c'est peut-être pas une mauvaise idée de... Voilà. Et elle me dit, non, mais attends, et là, elle m'a dit quelque chose de mémorable, c'était très fort, c'était très juste et très
très tendre, parce qu'il y avait énormément d'amour entre ces deux femmes, entre la mère et la fille. Elles se protégeaient mutuellement, c'était très beau, mais il y avait aussi toute l'ironie de Denise et toute l'espièglerie de Denise dans cette phrase. Elle me dit, tu comprends, moi, j'ai échappé à la Gestapo, j'ai échappé ensuite à la délation par des collabos, j'ai vécu jusqu'à là, j'ai 80 ans, c'est bon, c'est pas le cancer qui va me faire chier, quoi. Si j'ai envie de fumer une cigarette, je me fumerai ma cigarette et je boirai mon petit verre de vin rouge. Et en même temps, elle voulait pas faire de peine à sa fille. C'était très mignon, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. C'était aussi parler de quand même quelque chose de très grave, d'une manière très légère. J'ai adoré cette réplique, mais j'ai aussi ensuite découvert la femme et j'ai adoré cette femme. Voilà. Denise, tu es décédée en 2013 et moi je pense toujours à toi. Donc les festivals, c'est ça. C'est beaucoup de choses qui restent très longtemps. J'ai fait un salon du livre pour mon premier livre qui est sorti aux éditions Stock, qui s'appelait Serial Mother. Et donc, il y a une jeune femme qui est venue m'acheter mon livre. Et quelques jours plus tard, je reçois un message privé sur Facebook de cette jeune femme qui me dit, voilà, c'était moi, je suis réalisatrice, scénariste et j'aimerais beaucoup adapter votre livre au cinéma. Donc forcément, je me dis, oula, bizarre. Je la googleise, je vois qu'en effet, cette personne a déjà réalisé des films, est assez connue dans le milieu du cinéma. On se donne rendez-vous dans un café, n'ayant pas beaucoup de temps, ni l'une ni l'autre. Et puis, finalement, on est resté 3 heures dans ce café. On est devenus très, très, très amis. Et cette personne, c'était Laetitia Colombani, qui est devenue écrivain et qui a écrit La Tresse, que je pense la terre entière a lu. Et voilà, donc c'était le début d'une amitié. Et aujourd'hui, je pense clairement que c'est elle qui a plein d'anecdotes croustillantes à raconter dans les salons du livre. Et donc c'était voilà un moment de rencontre incroyable et une jolie amitié qui s'est créée. Et non, le film ne s'est jamais fait. Voilà. Une particulièrement, c'était au Salon du Livre de Nice, il y a quelques années. Arrive un couple de lecteurs préoccupés. En fait, ils nous ont fait signer notre livre. Et ensuite, ils nous ont alertés. Ils nous ont dit, voilà, notre fils qui a 15 ans se passionne pour les Illuminati. On ne comprend pas trop. Il est persuadé que les Illuminati existent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez un peu toutes ces histoires de sociétés secrètes? Et sur le coup, on était un peu étonnés parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore des Illuminati. Je vous parle de ça, c'était il y a vraiment avant qu'on parle de toutes les thèses conspirationnistes. Et du coup, ça nous a titillé. On a un peu fouillé, donc après le salon, on s'est documenté et on a vu effectivement que montaient ces théories comme quoi les Illuminati existaient et contrôlaient le monde. Et on s'est dit, mais c'est incroyable parce que ça nous avait complètement échappé. C'était sur les réseaux sociaux, ça touchait les jeunes. Et évidemment, on basculait souvent vers le complot maçonnique. Et ça nous a donné l'idée d'utiliser ces Illuminati pour un bouquin. Ce bouquin, c'était Le règne des Illuminati. Voilà. Et par la suite, on a revu d'autres parents aussi qui étaient contents d'avoir lu ce livre, puisque ça nous a permis un peu de déconstruire toutes ces histoires de théories conspirationnistes, avec évidemment une base réelle, puisque les Illuminati ont bien existé. Et ça a été, je pense, notre meilleure vente. Voilà, donc grâce à des lecteurs rencontrés au salon. Voilà. Donc merci à vous, chers lecteurs, et à ce couple de parents avec qui on a en plus on a eu le sentiment de faire quelque chose d'œuvre utile, puisque par la suite le bouquin a été cité un peu comme référence sur le sujet. Tout ça pour un thriller. Les salons, j'ai dû commencer à en faire il y a une bonne quinzaine d'années. Je pense que le premier devait être quelque chose comme en 2006. Je veux dire, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, sauf que je crois qu'on avait beaucoup bu. Voilà. Donc comme tous mes camarades, je pourrais vous citer des souvenirs de salons qui sont des beuveries, je vais pas dire des coucheries, mais bon, des histoires un peu salaces, des comportements excessifs de certains auteurs que je ne nommerai pas. Voilà, c'est les salons, j'ai tendance à dire, c'est un peu toujours des sortes de colos pour adultes, pour les auteurs. Voilà, donc je sais pas si je suis très adulte et je sais pas si je suis très colo. Donc, mais moi, je pourrais vous citer tout ça, je pourrais vous mentionner la douleur qu'il y a à signer et être sur sa table de signature à côté d'une célébrité. Je parle d'une vraie célébrité, pas juste un auteur, les auteurs sont pas célèbres, une célébrité télé ou du cinéma, etc. Bref, on a tous des anecdotes comme ça. Et bizarrement, quand je pense salon, je pense à une personne en particulier.
dont je ne me souviens pas le nom, alors que pourtant je l'ai signé, en tout cas son prénom, plusieurs fois sur des livres. Sans mépris et sans que ce soit péjoratif du tout, mais une petite dame, parce que je me souviens qu'elle est petite, aux cheveux gris, donc je dirais dans la soixantaine, que j'ai eu dans plein de salons différents à travers la France, et qui à chaque fois apparaît, c'est le cas de dire, un peu comme une apparition, parce que je ne m'attends pas à ce qu'elle soit là, d'un bout à l'autre de la France, et elle est là, et la particularité de cette dame, c'est que, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'elle est sourde et muette. Donc forcément la communication est un petit peu difficile. À chaque fois je lui ai signé évidemment le livre qu'elle me présentait. Elle n'a jamais pu vraiment m'expliquer ce qu'elle trouvait dans mes livres, pourquoi elle les lisait, pourquoi elle venait, alors que généralement il y a un véritable échange. Et je suis tenté de dire, sans jouer les violons, qu'en fait la communication se faisait à travers le livre. Voilà, et à travers ses sourires, parce que c'est une dame avec un visage très rond, très jovial, un peu, alors là non plus c'est pas péjoratif, un visage de hobbit, hein, vous voyez, dans le Seigneur des Anneaux, tout rond comme ça, une dame adorable, mais par la force des choses, à qui j'ai jamais pu dire le plaisir que ça faisait de la revoir comme ça, de manière surprenante aux quatre coins du pays. Et puis elle, à contrario, comme je l'ai dit, j'ai jamais pu vraiment exprimer ce qu'elle pouvait trouver dans mes livres. Le simple fait qu'elle soit là et qu'à chaque fois que j'étais dans un salon et qu'elle était là et qu'elle vienne me voir suffisait finalement à établir le lien entre nous et à être une sorte de trait d'union. Voilà, donc je pense à une petite dame à visage de hobbit et aux cheveux gris quand je pense au salon. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais c'est son visage qui me vient en tête. À bientôt dans un salon, j'espère qu'il va reprendre et qu'on aura la chance de se retrouver entre hobbits et autres animaux extraordinaires. Ouais. Au salon du livre de Paris cette fois, donc je suis à mon stand et arrive un monsieur très agité, très énervé, les cheveux un peu ébouriffés comme ça, une drôle de tête, et il me dit que de toute façon il en a beaucoup, ça se voit, hein, il en a après la police, il en a après la justice, il sort de prison depuis peu. Et bon, alors je lui dis, j'y suis pour rien, c'est quand même pas moi cette fois j'y suis pour rien. Oui, mais quand même, tous les flics, vous êtes tous à mettre dans le même sac, de toute façon, moi j'ai rien fait, je comprends pas, voilà. Et donc ça a duré 2 jours, parce que j'étais chez plusieurs éditeurs, et il m'a pisté pendant 2 jours, avec mon livre sous le bras, le premier jour, à me chercher, à revenir, à vouloir me parler. J'étais obligée de lui dire de laisser la place aux autres. Il s'écartait et il revenait. Il était en boucle sur ce truc. Le lendemain, il revient. Là, j'étais sur un autre stand avec d'autres auteurs autour de moi. Et il recommence. Alors là, il avait toujours le bouquin, mais je ne sais pas ce qu'il avait fait avec pendant la nuit, parce que le livre était dans un état pas possible, corné, ravagé. Voilà, il avait dû se venger sur ma pauvre littérature. Et donc là, tout de suite, d'emblée, je me suis dit, c'est pas possible, hein, ça va pas recommencer toute la journée. Donc je lui ai dit que je voulais pas lui parler. Il est resté quand même, tout le temps que j'étais là, il est resté, il se cachait derrière les piliers, il me regardait comme ça, l'air furibard, à tel point que ma voisine la plus proche, qui était Madame Nadine de Rothschild, me dit à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il vous veut, ce type? Ça va mal se terminer quand même, il va vous faire du mal. Je dis, oh non, mais vous avez vu comment il est gaulé quand même, ça risque rien, quoi, vous inquiétez pas, je gère. Bon, quand je suis partie quand même, j'ai quand même regardé un peu derrière moi. Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il ne serait pas passé à l'acte, mais enfin, il était très remonté. Et l'année suivante, donc, conclusion de l'affaire, l'année suivante, je suis sur mon stand et que vois-je arriver ce même monsieur, mais alors cette fois, plus du tout dans le même état, très calme, très propre sur lui, bien, et qui est venu s'excuser, parce que là, je me suis dit quand même, bon, ça ne va pas recommencer comme l'année dernière, hein. Et il me dit non, vous inquiétez pas, je suis vraiment désolée, j'ai essayé de vous voir dans d'autres endroits, mais j'ai pas réussi à vous rencontrer. Voilà, j'étais très en colère, j'ai vu, ça se voyait. Et donc, voilà, tout est bien qui finit bien. On s'est quittés en bon terme, on s'est jamais revus. Ces salons, vraiment, ça nous manque. Et que, comme tout le monde, je crois, je suis impatiente que ça reprenne. Et je vous embrasse tous très fort.
Alors ma petite anecdote, c'était autour du roman Vertige, donc ça remonte à quelques années, c'est un roman que j'ai écrit en 2011. Alors je ne sais plus quel salon c'était, mais voilà, j'étais à ma table de dédicaces et je dédicaçais mes romans. Alors en général, je mets plusieurs dédicaces, puis quand je connais les personnes, je mets une dédicace personnalisée, puis quand je ne le connais pas, je mets une dédicace voilà, que j'ai créée auparavant, et je mettais souvent pour Dominique, bienvenue au fond du gouffre. Alors il y a une première personne qui arrive, elle me dit voilà, la dédicace est pour une copine, je fais la dédicace, bienvenue au fond du gouffre. Elle prend le livre, elle le lit, elle me dit bon, j'ai oublié de vous préciser que ma copine était dépressive, donc bienvenue au fond du gouffre. C'est pas terrible, donc j'ai repris le livre, je l'ai reglissé dans la pile avec le prénom. Alors ça c'est aussi une petite technique, parfois il y a des Carolines par exemple, mais vous vous plantez de dédicace, vous la mettez, puis vous attendez une autre Caroline et vous lui donnez le livre. Bon, je rigole, non, on le fait tous. Bon, c'est. Non, alors la vraie anecdote autour de Vertige, c'est qu'il y a une dame qui vient me voir à un moment donné et elle me dit voilà, la dédicace c'est pour mon mari qui s'appelle alors Albert. Vous pouvez faire une petite dédicace, mais il y a une particularité, c'est qu'il est décédé. Alors là, je vous dis pas le choc parce que en fait, son mari adorait mes romans, il les lisait et voilà, il est décédé. Elle voulait lui offrir ce livre parce qu'elle savait qu'il l'aurait lu, et donc elle me demande de lui faire une dédicace post-mortem. Alors moi qui avais des dédicaces plus ou moins près, alors là je vous dis pas comment j'étais embêté. Oui, parce que vous n'allez pas marquer bonne lecture ou bienvenue au fond du gouffre. Donc voilà, ça crée toujours un blanc, c'est délicat parce que vous savez que la personne, c'est un moment important pour elle, et puis c'est un objet qu'elle va garder pour son mari. Donc j'ai dû mettre quelque chose du genre, une histoire que vous auriez appréciée, enfin voilà, quelque chose avec un temps particulier quoi, pour marquer un peu l'événement. Et donc voilà, ça fait partie des petits moments croustillants. J'en ai eu plusieurs comme ça. Il y a d'autres dédicaces, d'autres livres, des personnes qui venaient faire signer des romans pour des proches décédés. C'est à la fois émouvant, troublant, voilà, mais ça fait partie de notre petite vie d'auteur. À bientôt, ciao. Moi, je voudrais pas développer des anecdotes de rencontres avec des lecteurs, parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y en a des dizaines. Il y en a des magnifiques, il y en a des étranges, il y en a des très tendres, il y en a des dingues, il y en a des agressives parfois. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est surtout rendre hommage à ceux qui fabriquent les salons, que ce soit les grands salons où on est reçu comme des rois, comme des reines, et que ce soit surtout les petits salons qui sont fabriqués, qui sont tricotés par des passionnés qui ont envie d'avoir ce rôle de passeur entre nous et les lecteurs. Ces passionnés qui peuvent être des libraires, qui peuvent être des municipalités, qui peuvent être des profs, qui peuvent être des gens qui ont comme grand désir de partager nos œuvres et de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, que l'alchimie ait lieu. Parmi tous ces organisateurs de salons, il y a les plus modestes aussi. Il y a ceux qui font en sorte que vous soyez hébergés chez l'habitant. Et ça, c'est des choses que j'apprécie énormément et pour lesquelles j'ai des souvenirs magnifiques. Je parle de tous ces gens qui viennent vous chercher dans des aéroports, qui vous ramènent dans des gares au milieu des embouteillages, qui se lèvent le matin pour vous faire des crêpes pour que vous ayez un petit déjeuner de folie, ceux qui vous emmènent faire le tour de la région entre des signatures, ceux qui vous laissent leur chambre pour que vous soyez plus à l'aise, et ceux qui vous permettent d'avoir des soirées avec eux pendant des heures autour d'une bonne bouteille et qui font en sorte que ce moment que vous passez dans leur ville, dans leur librairie, sur leur stand et entre auteurs soit le plus beau possible. Voilà, donc moi je voudrais surtout rendre hommage à tous ces organisateurs des grands salons, des petits salons, parce que c'est eux qui nous permettent d'exister concrètement et pas uniquement sur du papier. Voilà.